Bonjour et bienvenue dans le Grand Banquet et dans cette discussion spéciale édition de jeu où j'ai invité mon ami Jules. Salut Jules. Bonjour, bonjour tout le monde. Jules qui travaille dans la maison d'édition Old Chap. Oui. Depuis 3 ans maintenant. Voilà. Et voilà, avec qui j'aime beaucoup discuter de mon nouveau métier puisque je suis moi aussi directrice artistique. C'est actuellement le métier que tu... Chez Old Chap, je suis responsable de la direction artistique et même si dans l'équipe on discute beaucoup et on touche un peu tous à tout. D'où mon hésitation, quoi. C'est-à-dire que c'est le métier officiel, mais... c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Mais on est au moins 4 à réfléchir là-dessus. Mm-hmm. Et moi aussi j'embête les autres sur leur pôle de réflexion. Très chouette. Donc voilà, l'idée aujourd'hui c'était de discuter de nos métiers respectifs, de ce que ça implique, de ce qu'on fait au quotidien, pour présenter un petit peu le quotidien d'une partie de l'édition de jeu. Les métiers de directeur artistique. C'est ça, exactement. Alors de notre point de vue à nous. Oui. L'idée c'est ça. Bon du coup je m'étais dit la première chose qu'on pourrait faire c'est décrire un petit peu les différents métiers qu'il y a dans une maison d'édition. Oui. Et justement expliquer et montrer un petit peu notre place dans ces boîtes-là. Il y a un chargé d'événementiel, c'est les gens qu'on voit très très souvent en festival justement. Surtout en ce moment, les pauvres. Mais c'est vrai que c'est essentiel, oui. C'est essentiel et puis c'est les gens qui sont quand même souvent représentants un peu de la marque pour les... Oui. La plupart des joueurs qui vont en festival, c'est la personne qui va incarner l'image de la boîte et qui va faire découvrir les jeux au public. Oui. Ouais, donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du coup un directeur artistique. Il y a un maquetteur aussi souvent. Oui. Voilà. Donc c'est la personne qui va travailler sur la mise en page, en forme des différents éléments graphiques. Oui, c'est ça. Qui souvent c'est très très proche en partenariat avec le travail de direction artistique. Travailler sur le développement. C'est ça. C'est ça. Pour bosser sur les mécaniques du jeu. Bien sûr. Il y a aussi un chercheur de proto. Ça peut être, on dit sourcing, c'est ça, un sourceur. Je sais pas. Voilà. Alors il faut aussi s'occuper de tout ce qui est administratif. La communication. La com. Moi je m'en occupe aussi. Ouais. Globalement. Après, on n'a pas oublié des trucs hyper importants. Ouais. Le travail aussi avec de fab, avec l'usine. Bien sûr, ouais, ça c'est très très important. Et donc, après il peut y avoir d'autres métiers. Des fois il y a des auteurs qui sont intégrés. Parfois il y a des gens qui font ça tout seuls. Oui, c'est vrai, exactement. Parfois ils sont 4 à se partager tout ça parce que c'est une des très grosses boîtes. C'est vrai que nous ce qu'on connaît surtout c'est les maisons d'édition de jeux de société françaises. Et ça varie beaucoup entre une personne et on va dire 20. C'est ça. Je sais pas s'il y a des boîtes plus... Si, à Asmodée je connais pas trop la structure mais ils sont plus que 20. Mais les grosses maisons d'édition françaises qu'on connaît bien c'est 20 personnes le plus gros. Ouais, c'est ça. Il y a Libellude où il y a pas mal de monde dans l'équipe. Bon c'est pas français mais Repoprod, ils sont belges. Oui, c'est francophone. Quand on dit français, souvent, on confond avec le monde francophone. On inclut les Suisses, les Belges, les Canadiens dedans. C'est Ce ça. sont des gens qu'on a souvent l'occasion de rencontrer en festival, même si c'est loin pour eux. Ou qu'on discute avec eux fréquemment. C'est ça. Et du coup, nous, nos boîtes, donc moi c'est Blue Cocker et toi c'est Old Chap, on est respectivement 4 ou 5, quoi. Et nous on est 5. Nous on est 4, donc il y a JB, Thomas, Antonin et PA, et Thomas, donc ça fait 5 tout ce que j'ai dit avec moi. Thomas il travaille beaucoup moins avec nous, mais dès qu'on fait des réunions un peu sérieuses pour avancer sur le cœur des jeux, souvent il nous rejoint dans la discussion. Et du coup en fait les jeux ils se font vraiment à plusieurs, quoi. Enfin, ils sont édités à plusieurs. Oui, je disais qu'on était un peu tous sur tout, parce que ce soit sur l'aspect économique ou le boulot avec les usines ou sur le développement des jeux ou sur la DA, on va tous discuter les uns et les autres pour donner nos points de vue et surtout les questions un peu pertinentes qu'on semble importantes à développer. Même s'il y en a qui vont être responsables de la bonne avancée de tout ça, on bosse tous ensemble. Ok, donc on travaille tous en équipe. Du coup, qu'est-ce que c'est concrètement le métier de DA, donc de direction artistique? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre boulot? Du coup, en préparation, on s'était dit que c'était un petit peu mettre des illustrations, mettre en image une mécanique. Mettre en jeu, en fait. Parce que c'est vrai qu'on part du principe, dans la boîte où tu bosses, nous aussi, et c'est vrai que c'est souvent ça, qu'on fait avant tout un jeu. Le cœur du projet, ça va être de faire un jeu de société, et quel est le moyen de le représenter pour qu'il soit compris de la manière
la plus simple possible pendant la partie de jeu, Mhm. ou aussi pour qu'il soit compris quand tu vois juste la boîte de jeu, déjà pour qu'on comprenne les intentions. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a d'autres démarches aussi, où ça peut être un jeu qui est avant tout étonnant graphiquement, et là la partie de direction artistique est encore plus importante, où c'est avant tout un jeu qui claque visuellement, et le jeu peut être très 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 léger. Bien sûr. Ouais, c'est comme ça qu'on est devenus amis, c'était en discutant justement des différentes intentions sur les boîtes de jeux. Par exemple pour Fiesta de los Muertos, où du coup la typo, où on place les objets, qu'est-ce que ça va induire en fait aux clients et aux joueurs en boutique de jeu. Parce que chaque petit élément, c'est sympa s'ils sont jolis, mais en fait on les met pas en place juste parce qu'ils sont jolis, on essaye de transmettre des informations à chaque fois. Des Bien informations pour que ce soit clair de jouer, ou des informations pour qu'on comprenne. Par exemple sur Fiesta, c'est des discussions qu'on avait, que c'est un jeu qui va s'adresser un peu à tout le monde. C'était sur la couverture, on mettait en fond des objets très éclectiques, où chacun peut y retrouver des petites choses qui lui parlent. Et donc ça peut faire partie des démarches de direction artistique, de savoir à qui on veut s'adresser et comment on va annoncer à ce public-là que c'est pour eux qu'on est en train de faire un jeu. Oui, c'est marrant parce que du coup, c'est très lié au métier de marketing en fait, finalement. Ouais, c'est des questions de marketing, c'est ça. Souvent qui se mélangent à des questions d'ergonomie. C'est ça, parce que toi, t'as besoin du coup de considérer le public avant de... Enfin, en même temps, en fait, que tu vas te dire, je mets tel objet en avant, telle couleur, pour justement savoir à qui tu parles. Parce que tu peux pas faire un jeu sans savoir à qui tu t'adresses. Ouais. De manière même avec tes images, avec tes couleurs, etc. Essayer de comprendre les codes graphiques, les codes de langage de ces gens à qui tu veux t'adresser, à qui est destiné ton jeu. Parfois c'est des choses très cryptiques parce que tu vas t'adresser à un public qui a l'habitude de ce genre de langage, mais parce que c'est des informations qui vont passer plus directement. Au contraire, parfois tu as besoin d'être plus généreux dans la manière de présenter les choses, donc ça va être un peu plus papillonnant sur le plateau, sur les éléments, mais parce que tu as besoin calmement de présenter chaque élément. Donc il faut avoir une certaine connaissance du public pour devenir directeur artistique, je pense. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Alain m'a embauché chez Blue Cocker. Ah oui. Parce que du coup, pour ça. Peut-être, je sais pas. Tu sais, comme du coup j'étais vendeuse, j'ai vu tout un tas de réactions avec le temps, de personnes différentes, et que du coup j'ai peut-être appris petit à petit à affiner ma perception de la réaction tu vois, du client. Oui, quoi. c'est très proche. Hein. T'es pas en train de vendre un jeu quand tu le mets en forme, mais en fait, quand tu vends un jeu, t'essayes de faire comprendre aux gens qui vont y jouer quelle est l'intention du jeu. Parce que si elle est bonne, l'intention, ils vont découvrir que ce jeu est super et est fait pour eux. Et quand tu le mets en forme, tu fais la même chose. Tu essayes de faire comprendre le plus facilement possible, le plus directement l'intention. Et donc, c'est vrai, tu as raison, savoir s'adresser aux gens en boutique, c'est déjà la moitié du travail. Et c'est pour ça, justement, Alain, qui bosse avec toi, très souvent, il dit que pour être éditeur, c'est pas mal de faire même des stages en boutique, d'aller vendre pour voir déjà comment les gens regardent une boîte de jeu, comment le public s'intéresse au dos d'une boîte, aux règles. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup discuté, parce que je suis tout le temps hyper friand et curieux de voir la finalité, quand le public rentre dans une boutique, comment il va percevoir les jeux, comprendre ce qui se passe sur la boîte. Et c'est tout le travail qu'on fait en amont d'édition, de produire ce matériel de jeu, et donc c'est bien d'avoir l'expertise des gens qui sont en boutique pour ça. Ouais, moi c'est un truc que je disais beaucoup aux éditeurs à l'époque où j'étais vendeuse, justement, de nous demander notre avis, pas parce qu'on savait mieux, mais parce qu'on avait un regard qui était différent, justement, en fait. Et une autre manière de voir les réactions des joueurs, c'est aussi en festival. Ouais, ça c'est crucial. T'en as toujours beaucoup fait, toi. J'ai la chance chez All Chap où tous les membres de l'équipe, c'est nous qui animons les salons, les différents festivals. C'est une chance. Oui, c'est la chance. C'est-à-dire qu'on peut aussi demander à des animateurs professionnels de le faire. Donc quand j'ai commencé, j'étais pas professionnel, mais j'avais la chance de travailler avec Antonin, qui lui est extrêmement bon en animation. Antonin Bocara, du coup, qui est un auteur de jeux. C'est ça, qui est l'auteur de la plupart de nos jeux, qui est aussi responsable, donc chez All Chap, c'est ça sa responsabilité, des festivals et aussi du développement des jeux, et qui est un très bon animateur. À chaque fois, les tables qu'il anime,
les jeux sont géniaux, les gens s'éclatent. Et donc, j'ai eu la chance d'essayer de copier ce qu'ils faisaient pour au moins faire les choses pas trop mal. Et donc, pour avoir l'air pas trop bête. Et au moins, l'avantage que ça a d'animer sur les festivals, c'est qu'on comprend vraiment comment le public perçoit chaque élément du jeu, perçoit les boîtes de jeu qu'on leur présente. Et en fait, on va tester beaucoup de choses. Et on leur montre pas un jeu que pour faire de la com et essayer de vendre un jeu, mais aussi on monte des jeux pas finis, des prototypes qui sont en cours de développement pour comprendre comment est perçu chaque élément et ce qui ne marche pas, ce qui est attendu par le public et pour pouvoir développer et ajuster ce qui marche le mieux. Et sur tous nos jeux, que ce soit sur le développement des mécaniques de jeu ou la direction artistique, et même le marketing, on va affiner le jeu qu'on est en train de faire grâce à tous nos tests en festival. C'est pour ça que c'est pour nous, une partie essentielle de notre travail, c'est de bosser en festival. Et de toute façon, vous avez une grosse présence en festival en France, en fait. Oui, Antonin essaie d'être présent et nous, on l'épaule sur la plupart des festivals. Et c'est comme ça qu'on va faire la communication principale de nos jeux, plus que par les réseaux sociaux. C'est en étant présent physiquement, parce que nous, ce qu'on apprécie avant tout, c'est l'expérience physique qu'il y a dans ce que permet être un jeu de plateau. Bien sûr. Et donc, Antonin incarne ça très très bien en animant toute l'étape de festival. Et donc en festival, on voit comment le jeu est reçu par les joueurs qui joueront plus tard au jeu qui sortira en boutique. Donc, on voit leur réaction, on peut affiner en termes de développement, et du coup on peut aussi affiner en termes de direction artistique. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel par exemple? Est-ce qu'on va utiliser des cartes, des pions? Est-ce qu'on a besoin d'un plateau? Est-ce qu'on a besoin de mettre en forme des choses, ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent rester abstraites, je sais pas. Ouais, ça c'est toute l'ergonomie du jeu, comment le jeu est incarné. Et je sais pas si c'est proprement la direction artistique. En tout cas, c'est des choses auxquelles moi je participe beaucoup, et toi aussi, de déterminer les éléments du jeu et comment ils seront représentés. Mais c'est vrai, oui, toi actuellement, sur le jeu sur lequel tu es en train de travailler, c'est la grosse part du travail que tu es en train de développer, c'est toute l'ergonomie, la manière dont les choses vont être représentées. Et dès qu'on parle de représentation, ça touche à des notions de direction, d'intention de jeu. En fait, la direction artistique, tout à l'heure, difficilement, j'essayais de répondre à ta question, qu'est-ce que c'est le métier de direction artistique? Et c'est très flou, mais je pense que c'est comprendre les intentions du jeu et essayer d'exprimer ces intentions. Et donc dans l'ergonomie, en ce moment, ce que tu es en train de faire, c'est essayer d'incarner toutes ces intentions avec le matériel. C'est ça. Bon, du coup, on peut pas dire le nom du jeu sur lequel je travaille parce que c'est pas encore signé, donc on va pas être très très précis, mais effectivement, l'idée c'est, là, avec le jeu qu'on a actuellement, il y a des pions, etc., mais est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin, qu'est-ce que je veux... qu'est-ce que c'est le jeu? C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'est-ce que c'est vraiment le jeu, et du coup, comment je peux essayer de faire passer presque de la narration, en fait, même dans un jeu qui est pas narratif, comment je raconte mon jeu, en fait. Qu'est-ce qui va... est-ce que jouer avec des cartes, ça va me permettre de donner les sensations désirées aux joueurs? C'est ça. Ça fait partie de tes affinités d'apprécier, de rajouter la narration dedans. Oui. C'est vrai qu'on peut faire un jeu sans aucune narration. Souvent, quand on parle de direction artistique, ça engage le travail de personnes qui sont sensibles et qui ont l'habitude, à travers plein de médias, ça peut être les films, la BD, etc., d'être confrontés à la manière d'expression graphique, mais c'est souvent lié à la narration, et donc c'est vrai qu'on peut avoir de l'affinité pour la narration, et c'est la plus-value qu'il peut sûrement y avoir d'avoir des gens dont le travail est dédié à cette partie d'expression graphique vis-à-vis de gens qui sont dédiés que à la mécanique, parce que parfois on peut amener la narration qui est encore plus agréable quand on joue dans un jeu, parce que ça va nous faire comprendre les règles plus facilement, ça va nous rappeler toutes les mécaniques sans avoir besoin en permanence de se replonger dans le livret de règles par une petite histoire qui a l'air évidente. À la fin on pense que oui, c'était ça le jeu, alors qu'en fait on pourrait passer de cette narration, on aurait pu avoir quelque chose de plus mécanique, de plus intellectuel, et souvent cette petite couche narrative, c'est vrai que c'est un levier hyper utile pour faire passer beaucoup de messages. C'est ça, et puis même en termes
Mais ça, pour faire passer un message, en termes de compréhension, et même en termes de ludique, quoi, même sans rajouter il était une fois, etc., je trouve ça intéressant de dire que si en fait je vais d'un point A à un point B, et potentiellement ça peut être pertinent que j'ai une sensation d'évolution, de voyage, etc., sans non plus mettre de la musique et rajouter un jeu en legacy ou je ne sais quoi. Et c'est ça que je trouve assez fin et super enthousiasmant en fait dans cette partie-là du boulot. Ouais, dans ce que tu es en train de faire. Mm. Ouais. Et oui, et cette notion de narration, elle a été très importante quand on a bossé sur le jeu Fiesta de los Muertos, où c'est un jeu où on va échanger des idées à propos de personnages, et cette notion, elle peut être très abstraite, on n'a pas forcément besoin de mettre une thématique dessus. Et chez All Chap, on a toujours envie de faire quelque chose d'assez généreux, et donc, même si on se disait qu'il fallait rester le plus simple possible sur ce jeu, parce que sa qualité c'était sa simplicité, on avait envie de trouver un peu plus de choses à dire. Et en fouillant les idées de thématiques possibles, à un moment il y a des choses qui nous ont paru évidentes quand on a commencé à explorer le thème de la fête des morts. Ça nous a apporté plein de choses. Et c'est ça, cette petite narration dont on parle, qui s'est incarnée dans la thématique de la fête des morts de manière assez légère. C'est-à-dire que ça nous a apporté un corpus de personnages, parce que c'est des jeux où il faut deviner des personnages, il y en avait déjà beaucoup. Et là, de se contraindre à ne parler que de personnages morts, pour nous c'était super, parce que ça allait, chaque personnage allait se faire écho les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on va pas jouer ce personnage de manière neutre, mais on va le jouer parce qu'il est mort. Et même ça nous raconte des petites histoires, parce qu'on dit... Souvent on se dit ah mais oui mais c'est vrai, lui il est mort, et on va y penser de manière différente, on va pas y penser pour leur fiction, mais on va y penser aussi pour leur mort. Quand on repense par exemple il y a le personnage de la petite sirène. La petite sirène, souvent on a vu que le dessin animé de Disney, on sait pas du tout qu'elle est morte, mais si on replonge dans le conte d'origine, mais on découvre, alors c'est de manière un peu plus de manière très poétique, où elle meurt en se transformant en écume. Il y a plein de personnages, même on va faire un peu de recherche, on va se poser la question, mais il est mort, lui il est pas mort, ou on va se souvenir et discuter de sa mort, et ça va nous amener encore plus loin que ce qu'était le jeu de base, juste parce qu'on a trouvé une thématique dessus, qui va raconter en soi un petit peu quelque chose. Et c'est pas, on n'a pas amené une histoire longue collée sur le jeu, mais avec quelques petits éléments, c'est agréable quand on retrouve une touche de narration. Ouais, moi j'aime beaucoup l'histoire que tu racontes sur Fiesta, parce que je trouve ça hyper intéressant justement, le fait de se dire que une thématisation bête qui était pas là en fait à l'origine, c'était pas du tout le projet en fait de raconter un truc sur la fête des morts, finalement ça va vraiment appuyer et affiner et rajouter en fait un intérêt au jeu, et c'est chouette. Et justement je me demandais les thématiques, tu vois, moi par exemple pour trouver une thématique, ce que je fais en ce moment, j'essaye de me dire qu'est-ce qui va servir le jeu. Et en fait, j'essaye d'ouvrir mes horizons, et je me dis, tiens, qu'est-ce qui pourrait... Alors, j'essaye... Il y a plusieurs choses, il y a des choses un peu logiques, par exemple, essayer d'éviter les thématiques 1000 fois prises que sont la civilisation ou j'en sais rien. Je sais pas si... Ça peut être presque du marketing, où tu te dis, pour pas être totalement inaperçu, c'est ça. Faudra pas faire... comme ce qui a été fait 1000 fois. C'est ça, et c'est pas un problème, et des fois même ça marche très bien, mais c'est vrai que c'est sympa d'essayer de proposer autre chose. Moi j'essaie de proposer dans ma boîte des thématiques qui sont pas encore trop usitées, voire pas du tout en fait. Si c'est original, ça se démarque énormément. C'est ça. Donc dans les thématiques originales, tu cherches les thématiques qui en plus portent le propos du jeu, sans que t'aies presque rien à expliquer. Voilà. C'est ça qui est génial, c'est quand la thématique arrive à transmettre la moitié de l'idée du jeu, déjà tu as gagné beaucoup de temps de compréhension pour les gens qui sont en train de découvrir ce jeu. Bien sûr, par exemple, je me souviens plus du nom de ce jeu, qui est japonais, et c'est un stop ou encore et on descend sous l'eau. Deep Sea Adventure. Ouais, c'est Deep Sea Adventure. Et par exemple, on descend sous l'eau, on n'a plus d'oxygène et on doit remonter. C'est un stop ou encore dans le sens où si je m'arrête pas assez vite, potentiellement j'ai plus d'air. Donc là, t'as expliqué toute la règle en disant il faut avoir accès d'oxygène pour aller au fond et remonter les trésors. Et voilà, et là, dans le genre de thématique qui fonctionne hyper bien et qui appuie, ça c'est... Et c'est vrai que il y a d'autres choses. Moi, je me rends compte qu'il y a des images qui me viennent. Alors du coup, toi comme moi, on aime bien la bande dessinée, enfin on aime bien tout ce qui est avec des images, des films, etc. Et c'est vrai que souvent, j'essaie de me laisser porter par... Enfin, souvent, depuis que je l'ai démarré, parce que je suis beaucoup plus nouvelle que toi dans le métier, mais j'essaie de voir qu'est-ce qui me
va me parler même en termes de... bah, pas d'univers, mais plus qu'est-ce qui va me servir hors jeu qui existe déjà. Tu vois, Oui. en fait, là, par exemple, bah, je te donne un exemple plus concret, je me suis imaginé des choses qui venaient du jeu vidéo, d'icônes, en fait, qui venaient du jeu vidéo, pour essayer, justement, d'appuyer le propos du jeu, enfin, d'appuyer des actions du jeu, en fait. Oui, parce que dans le jeu vidéo, il y a la même recherche d'expliquer des mécaniques par des visuels. Et c'est vrai qu'il y a tous ces médias-là se nourrissent énormément. Et donc, il y a des choses intéressantes à apprendre. Parfois, pas du tout, parce qu'on n'explique pas les mêmes choses. Bien sûr. Dans un jeu vidéo, il y a l'outil hyper efficace de l'ordinateur qui va simplifier tous les calculs. Dans le jeu de société, souvent, on a besoin de montrer ça. Enfin, c'est les joueurs qui vont faire ces calculs-là, donc il faut les montrer de manière claire. Donc, tous les codes ne sont pas du tout bons à prendre dans le jeu vidéo. Et pendant longtemps même, je pense qu'on a trop facilement pris les codes des jeux vidéo pour faire des couvertures de jeux de société. Ah oui. Ça aussi, c'est intéressant comme réflexion sur la direction artistique, parce que le jeu de société, ça reste une culture assez jeune, et donc, quand on essaie de représenter une thématique, comment on va faire ? Et il y avait une culture proche, parce que très ludique, et qui avait plus de maturité, c'est le jeu vidéo, donc c'était plus facile d'aller vers ce design, souvent, qui est vers de la 3D, ou vers des choses avec beaucoup de travail d'ombre et de lumière, Bien sûr. et qui sont pas forcément tout le temps la bonne piste, parce qu'un jeu de société, c'est un objet qui va être physique, auquel on va pouvoir prendre les choses dans les mains, se rapprocher, on va pouvoir manipuler des éléments qui sont pas forcément avec des ombres et des lumières calculées en 3D magnifiques. Bien sûr. Donc il n'y a pas les mêmes recherches visuelles à faire. Et puis il n'y a pas le même besoin en fait, c'est-à-dire que du coup là moi j'ai besoin de ressentir autre chose. Parce que par exemple, comme on s'est souvent dit, l'exemple de Mario, où en fait c'est un plombier parce qu'en fait il y a des tuyaux, et pourquoi il y a des tuyaux ? Parce qu'en fait il faut que le joueur il comprenne instinctivement que c'est un tuyau, donc c'est creux, donc il faut que je rentre à l'intérieur. Ce genre de choses là, bah moi j'en ai pas besoin. Sur un plateau, c'est pas la sensation dont j'ai besoin en fait, parce que mon personnage il rentre pas factuellement dans un truc rond en fait. C'est vrai. Donc du coup c'est d'autres... Par contre, si tu mets une case ronde pour accueillir un pion rond, là ça va être des choses efficaces. Exactement. Parce qu'on voit que l'un va sur l'autre. C'est ça. Donc il y a la thématisation, après il y a la création des personnages, des images, etc. Je me rends compte parce que moi je suis à cette partie-là du boulot qui est hyper enthousiasmante, c'est... Oui, t'es à fond. Ouais, je suis à fond, c'est vraiment super agréable comme boulot. C'est du coup d'essayer d'imaginer les personnages, les décors, et de les proposer à l'illustrateur. Ça, parce qu'on n'a pas encore parlé de tout cet aspect-là. Oui. Il y a beaucoup de réflexions dans la direction artistique avec l'équipe éditoriale de ce que doit être le jeu. Mais après, normalement, tout ça c'est confié à des graphistes, à des illustrateurs pour mettre en œuvre tout ça. Et une très grande partie du travail de direction artistique, c'est transmettre ses intentions aux illustrateurs. Et donc là, en ce moment, tu viens d'identifier la personne avec qui tu voulais travailler sur ce jeu, et donc tu es en train de faire les premières recherches, les allers-retours avec cette personne. C'est ça. Pour voir où ça peut aller. Et ça, c'est assez fou parce qu'on n'est pas illustrateur, quoi. Enfin, je veux dire, même si, moi je sais pas vraiment dessiner, mais... Même si on aime le travail d'illustration, c'est pas nos compétences. C'est ça, et du coup c'est quand même assez intéressant parce que moi du coup j'oscille entre j'ai une bonne idée, je crois, de ce que je veux faire, et en même temps, si je veux travailler avec cet illustrateur précisément, c'est parce que j'aime énormément son travail, et il faut lui laisser assez de liberté pour qu'il puisse justement créer. Et... Ça, c'est difficile, la notion de liberté là. Ouais. La plage qu'il faut laisser, parce que un illustrateur, une illustratrice, la plupart du temps, ce sont des auteurs qui vont inventer des univers et les développer de la manière la plus foisonnante possible. Un jeu de société, ça a des contraintes, c'est ça. Parce que c'est avant tout un jeu. Et donc il y a des contraintes d'ergonomie qui vont pas laisser tous les champs possibles à l'illustration. Et donc ce qui est intéressant, c'est entre la richesse des univers que savent développer les illustrateurs et l'ergonomie d'un jeu, c'est, je pense, à la direction artistique d'essayer de faire le pont entre ces deux pour transmettre quelles sont les possibles et les contraintes à la personne qui va illustrer le jeu, et de lui laisser le plus de place possible et qu'elle comprenne quelle est cette place pour amener toute la richesse qu'elle est capable d'amener, tout le peps qu'elle aime mettre dans ses illustrations.
mais être capable aussi de lui transmettre quels vont être les pièges, parce que parfois on veut par exemple mettre de l'ombre et la lumière sur cet élément, mais ça deviendra un élément on verra plus que cet élément sur un plateau de jeu, et donc ça deviendra parasite. Et ça, c'est ça la plus grande difficulté, c'est un peu cette notion de parasitisme, où si tout est beau sur un plateau, ben on voit plus les priorités. Et en fait, dans l'ergonomie, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs réfléchissent au moins de choses superflues possibles, et donc on puisse montrer facilement quelles sont les différentes échelles de lecture. Et ça, quelqu'un qui fait l'illustration n'a pas forcément l'habitude où tous les éléments d'une histoire sont représentés en même temps sur une table, et donc il y a cet échange hyper intéressant à faire entre représenter les éléments de la manière la plus généreuse possible, mais en calmer certains éléments pour que d'autres puissent avoir leur place. Ouais. Oui, et en fait c'est normal aussi de pas le savoir quand on est illustrateur, puisque c'est pas le boulot de l'illustrateur justement, c'est le boulot de la DA quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que pareil, sur les discussions qu'on a déjà eues sur la direction artistique que tu prends en règle générale, c'est que des fois voilà, tu te dis ouais mais là tel objet on le met de côté, ou on le met un peu en transparent, ou ah ouais bah en fait je préfère que ce soit quasiment vide à tel endroit, et c'est vrai que ça paraît étonnant en termes d'art. Ah oui, parfois c'est choquant. Ouais. Alors le but c'est que c'est l'air évident à la fin. C'est ça, qu'on se rend même pas compte qu'il y a eu des réflexions, et c'est ça souvent dans la plupart des métiers, les choses les plus abouties, on a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail parce que tout a l'air évident, mais je pense que c'est là où justement les personnes ont le mieux travaillé, et le but c'est que il n'y a aucun parasitisme, et donc là on parle des bons cas où tout a l'air évident, mais il y a plein d'erreurs qu'on est tenté de faire en permanence quand on développe un jeu, et qu'il faut vraiment se prémunir dans la relation entre ergonomie et illustration. Bien sûr. Par exemple, parfois on a une idée très précise de comment ça doit être représenté, mais il ne faut pas oublier les compétences immenses des illustrateurs en termes d'équilibre graphique, de représentation des idées, et donc le but, je pense, c'est qu'il faut comprendre les intentions et leur expliquer les intentions qu'on a identifiées pour le jeu, et non pas dire il faut que tu fasses ça et ça. C'est ça qui est très très difficile à... Parce qu'en plus ça dessert le jeu en fait finalement. Enfin, moi je me suis rendu compte, du coup pour éviter ça on peut tout à fait faire jouer l'illustrateur au jeu. Oui, carrément. Là c'est lui qui va comprendre tout ce que toi tu pourrais avoir du mal à le dire. Là il va comprendre très précisément ce qu'il faut faire. C'est ça, et puis il va voir des choses que toi t'as pas vues parce que t'es pas illustrateur justement quoi. Et c'est ça qui est assez intéressant, et justement moi je m'en suis rendu compte, c'est que j'ai fait jouer mon illustrateur au jeu, et je lui explique justement des intentions. Mais en plus des intentions, c'est rigolo parce qu'en fait j'ai des intentions, des volontés, des idées, mais je peux pas leur donner corps. Ouais. Et il me montre quelque chose, je dis oui c'est ça. C'est ça, t'espères juste que ce soit possible qu'on puisse aller dans ce sens-là. Exactement. Et souvent, c'est génial quand tu te rends compte qu'en fait, oui, pour la personne avec qui tu es en train de travailler, c'est évident, lui, dans sa culture, il connaît toutes les pistes qui vont permettre de réaliser ce que toi, il te semblait important de faire pour ce jeu-là. Ouais, c'est chouette le travail en équipe, je trouve, c'est marrant. Oui. Et c'est là, on parlait des problèmes à l'instant à éviter, c'est de laisser le plus de place possible à tout le monde. Bien sûr. Et pas... Parce que toutes ces choses sont entremêlées. Donc parfois, on a du mal à voir où s'arrête le rôle de chacun. Et donc c'est plutôt identifier les points qui nous semblent importants pour les communiquer ensemble et essayer ensemble de résoudre tous ces points-là. Bien sûr. Comme on travaille tous ensemble, il faut laisser la place et il faut aussi laisser le temps. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite dans les étapes, parce que justement, ne pas réfléchir assez... Enfin là, moi je me rends compte à quel point, après c'est des longues discussions qu'on a déjà eues sur ton boulot à toi à l'époque, c'est de réfléchir parfois sur des choses qui ont l'air bêtes, quoi, mais c'est un détail. Mais tant qu'on n'a pas réglé ce détail-là, en fait, on peut pas trop avancer sur le reste, parce que sinon, ergonomiquement... narrativement, et je parle de narration en termes de narration dans le jeu, quoi. Faut que les choses se comprennent, s'imbriquent les unes dans les autres logiquement, quoi. Donc ne pas imposer, laisser la place à tout le monde, faire la place aux compétences de chacun, et ne pas aller trop vite. Ouais, c'est dur de prendre du temps. Ouais. Parce que y a souvent des calendriers de sortie de jeu où tu as besoin pour travailler, de sortir des jeux régulièrement, bien sûr, pour les vendre régulièrement. Mais
est-ce que souvent on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre un peu plus de maturité sur ce jeu-là pour qu'il aille à un potentiel mieux abouti, parce qu'on peut... Après, il y a la bêtise aussi inverse de jamais pouvoir s'arrêter, de toujours vouloir perfectionner les choses, et souvent c'est un gros problème parce que on peut aller très très loin en faisant ça, et donc ne jamais sortir un jeu. Donc à un moment, il faut... Je pense quand même avoir la générosité d'en donner le plus possible et se rendre compte quand est-ce que le travail est déjà très très agréable à proposer à son public en l'état et donc qu'il faut maintenant aller sur les phases finales d'illustration, de packaging du jeu, etc. pour pouvoir sortir le jeu. Et donc là à l'instant on parle de packaging et c'est vrai que souvent, nous, chez Oldchap, quand on travaille, et on en parlait encore la semaine dernière parce qu'on avait des hésitations par rapport à notre planning, comment on voulait orchestrer avec l'illustratrice qui on est en train de travailler, différents moments du travail. Et alors, le packaging, donc la boîte de jeu, on aime bien, et je pense que c'est le cas chez beaucoup de monde, finir par ça. Ouais, nous aussi on fait ça. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte que ça doit incarner tout le jeu. Et pour incarner tout le jeu, il faut qu'on ait compris ce qui était le jeu. Et donc ça passe souvent par avoir vu tous les autres éléments visuels pour vraiment savoir, avoir découvert. Parce que nous aussi, il y a beaucoup de découvertes quand on développe un jeu. C'est ça qui est assez beau, c'est qu'il y a plein de choses qui existent, mais en tournant autour de ce travail-là, on va en découvrir qui ont l'air évidentes. Et donc on a compris ce qui était le jeu. Mais là, on pourra, de manière... normalement, de manière très claire, exprimer graphiquement sur une boîte de jeu ce qu'est l'intention du jeu. Et c'est marrant les mots que tu emploies, comprendre le jeu. C'est-à-dire que quand ça fait 1 an que tu es sur un jeu, tu te dis, y a peut-être des gens qui se disent, c'est bon, vous avez compris ce que c'est le jeu. Et en fait, pas forcément, quoi. Il y a vraiment de l'affinage en permanence, en fait, sur la compréhension qu'on a de ce qu'on est en train de proposer. Et du coup, comment on va pouvoir le proposer au mieux, à qui, comment et par quel biais. Ouais. Et c'est là où ça prend du temps. C'est ça. Et parfois on se dit waouh, mais heureusement qu'on a pris ce mois en plus, qu'on est allé à ce festival-ci, parce que parfois en revenant d'un festival, on a découvert grâce au public quel était notre jeu, et on se dit mais en fait ce petit quart du jeu, il faut l'oublier, il est parasite. Et ce petit quart qui était un peu discret, en fait, il faut mettre tout là-dessus, parce que c'était ça, la plus grande part du plaisir qu'ont pris les gens qui sont venus jouer, était là-dessus. Donc, en fait, notre jeu, c'est celui-ci. Et c'est ça, on connaît pas le jeu au moment où on décide de le développer. Ce qui est agréable, c'est qu'on sait qu'il y a une intention qui nous paraît extrêmement pertinente, et on a envie de se frotter à cette aventure, de développer cette intention. Mais ce qui est très agréable, c'est quand on prend le temps de prendre du recul, d'observer beaucoup de choses autour de ce jeu pour savoir où il veut aller. Bien sûr. Et ça, les festivals et le public sont une grande part de notre compréhension du jeu. C'est quand on peut voir d'autres personnes qui s'en emparent. Parce que c'est ça, ce qui est assez étonnant dans un jeu de société, c'est qu'on est en train de fabriquer quelque chose dont les gens qui vont acheter ce jeu c'est eux qui vont créer la partie, c'est eux qui vont complètement faire ce qu'ils veulent avec, et c'est une œuvre dont on va très peu maîtriser le rythme, très peu maîtriser l'appropriation, et donc en fait c'est essentiel de voir comment chaque personne s'approprie cette œuvre-là. C'est essentiel pour comprendre comment on doit développer cette œuvre. Et c'est marrant ce que tu dis, donc œuvre. Il y avait eu un débat sur Trick Track il y a quelques temps, et j'étais montée chez Trick Track à ce moment-là. C'était très intéressant en fait. Est-ce que le jeu de société c'est une œuvre culturelle? Est-ce que c'est de la culture? Et on s'était dit que en fait un film, un livre, tu vois, une BD, ça va être comment dire, t'as pas besoin en fait de personnes pour l'activer, tu vois, c'est juste quelque chose que tu regardes, c'est quelque chose que tu ressens et qui va être ressenti de manière différente finalement. Alors qu'un jeu de société, c'est un peu différent parce qu'en fait tu peux ressentir des choses, tu vas t'en emparer, mais en fait du coup c'est pas spécialement le jeu en soi, c'est plutôt les joueurs qui s'en emparent. Tu leur donnes
un outil C'est ça. Et l'œuvre, en pour fait, qu'il finalement, s'éclate avec. c'est ça. Et l'œuvre, en fait, ça va être potentiellement la partie, finalement. Et du coup, c'est intéressant, c'est très différent, et du coup, c'est peut-être pour ça que ça fait pas encore partie de la culture, je ne sais pas. L'œuvre, est-ce que c'est la mécanique, enfin, est-ce que c'est tout ce qui est dans la boîte, ou est-ce que tu crées des petites œuvres à chaque fois que tu es en train de jouer autour d'une table? C'est ce que moi, j'ai trouvé à la fin du débat, c'est ça que j'avais en tête et que je trouvais intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'émotion en regardant un plateau de jeu, des cartes, etc. Par contre, il y a une émotion qui se crée pendant une partie et du coup, bah voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument voir les gens jouer parce qu'en fait, on peut pas savoir tant qu'on n'a pas vu des gens jouer. En fait, un plateau en lui-même, même si mécaniquement on sait que ça fonctionne, c'est pas ça l'important. Et ça fait écho au travail que je faisais avant, ce dont tu parles. Avant, j'étais architecte, et souvent, on me dit que c'est assez étonnant de passer de l'architecture à la direction artistique de jeux de société, parce que la plupart des gens avec qui je parle de ça n'y voient pas de point commun, alors qu'au contraire, moi, j'ai l'impression que c'est extrêmement lié, parce que quand on crée une architecture, on le fait uniquement pour les gens qui vont utiliser cette architecture, que ce soit une maison ou un bâtiment public. Ce n'est pas une sculpture. Parfois, ça peut avoir l'élégance d'une sculpture, mais c'est jamais la destination d'une sculpture. Ça doit être un outil qui est agréable et où on va avoir des émotions, où ça va être pratique pour tous les gens qui vont être à l'intérieur. Et c'est la même chose qu'on fait dans l'ergonomie et dans l'illustration d'un jeu de société. C'est des choses qui doivent être très pratiques, très faciles à comprendre et également très, très belles et agréables. Donc pour moi, c'est un travail très très proche. En tout cas, quand j'ai travaillé, quand j'ai fait des études d'architecture, j'ai l'impression d'avoir appris les mêmes choses que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est un plaisir à chaque fois de développer ces mêmes compétences dans ce média-là. Finalement, c'est comment amener du plaisir aux gens, une partie de notre boulot, une grosse partie de notre boulot en fait. Oui, c'est ça, on ne travaille pas. Alors, on se fait énormément plaisir, et on se fait aussi plaisir en tant que joueur. C'est-à-dire qu'on se fait des promesses à nous-mêmes, où on sait qu'en tant que joueur, on aimerait expérimenter ça. Ah ben, bien sûr. Les auteurs et les éditeurs, je pense, et les illustrateurs vivent leur métier souvent comme ça. Mais cette promesse, on ne les fait pas pour nous, on les fait pour tous les joueurs dans lesquels on s'inclut. Et ça, c'est agréable d'être dans cet acte de transmission, de générosité. Et c'est vrai que ça passe très souvent par la générosité, le fait d'essayer de développer des jeux de société. C'est vrai. Ça, c'était ma conclusion. Ah, génial. Bon, merci d'avoir été avec moi, Jules. Mais merci, Lola. C'était super sympa. Oui, c'est cool, ces petites discussions. Ben, grave. Je suis contente que ça te plaise, surtout quand t'es dedans. Alors, merci de nous avoir regardés. Il y a une vidéo sur la chaîne toutes les 2 semaines, le jeudi à 18h. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux Le Grand Banquet Lola sur Facebook et Instagram. Et pour discuter, on peut se retrouver du coup en commentaire et sur ces réseaux. On va se dire au revoir maintenant. Salut Jules, salut tout le monde, à bientôt. Merci.